Les matins de France Culture. Guillaume Erner. La gauche française et son rapport ambivalent au pouvoir, un rapport qui ne date pas d'hier. Jean-Noël Jeannet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, on vous écoute tous les week-ends sur France Culture avec Concordance des temps et vous publiez Une République française 1870-1940 aux éditions Bouquin et vous avez été président de Radio France, de RFI, du bicentenaire de la Révolution et de la Bibliothèque nationale française, Une République française et donc le recueil que vous faites paraître, on y retrouve nombre de vos écrits que vous avez consacrés à Hugo, mais aussi également à Lévy, ou bien encore à Honoré Daumier, bref, un certain nombre de galeries de portraits constitutifs de cette longue période qui va de 1870 à 1940. Quels sont d'ailleurs les traits communs de ces personnages, de cet éventail très large? J'ai oublié de citer Hugo aussi, ou alors Jouvenel. Oui, j'ai eu plaisir à organiser ce recueil d'écrits qui s'étale sur 60 ans et de montrer par là même, de me montrer à moi-même, et j'espère de montrer aux lecteurs qu'il y a des échos, des concordances de fait assez nombreuses entre cette période et la nôtre, même si la France de la Troisième République était très différente, évidemment, en termes sociologiques, en termes, je dirais, planétaires, par rapport à celle d'aujourd'hui. Et un des aspects, j'ai souhaité évoquer le jeu des forces, le rôle des médias, par exemple, le rôle de l'argent parfois caché, celui des affaires. J'ai souhaité parler des passions, j'ai souhaité parler des intérêts en affrontement avec celle-ci. Et puis, de fait, par moments, c'est un exercice d'admiration, en tout cas de considération pour un certain nombre de personnages. Et forcément, quand on les évoque, on s'interroge sur la latitude d'action qui a été la leur, qui est liée à leur culture, qui est liée à la situation politique et souvent parlementaire des choses, et leur capacité souvent de bouger un peu par rapport à ce qu'on attendrait qu'ils fassent ou qu'ils fissent, compte tenu de leur histoire personnelle et de ce qui se passait alentour. Alors effectivement, Hugo, Daumier, et aussi bien sûr Clémenceau et Jaurès, qui figurent tous les deux à mon panthéon personnel. Oui, Clémenceau et Jaurès sont deux bornes dans vos exercices d'admiration, Jean-Noël Jeannet. Pourquoi d'ailleurs les avoir choisis? Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? L'un et l'autre incarnent de fait une certaine idée de la République et une certaine façon d'incarner les trois morceaux, les trois aspects de notre devise nationale. Liberté, égalité, fraternité. Si on suit leur chemin, on s'aperçoit qu'ils ont tous servi cela. On peut ajouter également la laïcité, bien sûr, où ils se sont retrouvés éminemment. Et puis en même temps, si vous parlez de Jaurès et de Clémenceau, leur désaccord m'intéresse aussi, puisque tous les deux sont évidemment de gauche, mais avec une vision du présent et de l'avenir qui souvent divergent. Pour prendre un exemple, l'idée des mouvements collectifs, chers à Jaurès. L'histoire, c'est une houle portée par la collectivité. Pour Clémenceau, il n'en est rien. Pour Clémenceau, c'est une somme d'individualités courageux et qui se lancent en avant au service des valeurs dont je viens de parler. Et c'est pour ça que, notamment, on est déjà dans le champ des accords possibles entre les gauches. C'est pour ça qu'en 1906, après qu'ils aient été eux-mêmes très très proches pour le grève de Carmaux, dans l'affaire Dreyfus, pour la défense du malheureux iniquement condamné, en revanche, ils se retrouvent, Clémenceau étant au pouvoir et Jaurès étant de l'opposition, en désaccord en 1906. Jaurès reproche à Clémenceau d'avoir été rude dans la répression des mouvements collectifs et quasi insurrectionnels qu'on connaissait à ce moment-là. Et Clémenceau, en sens inverse, disait qu'il revenait à l'État républicain de refuser la force des foules. Il avait été très marqué par le phénomène de la foule au moment de la Commune, il avait essayé de l'empêcher, il avait presque été tué lui-même, s'en était porté contre les généraux qui défendaient les canons à Montmartre dont il était maire. Donc il avait gardé l'idée fondamentale que la foule ne doit pas gouverner la décision et la marche en avant d'une république qui sert la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Mais alors, bon, évidemment, on observe l'histoire en connaissant l'évolution des choses. Jean-Noël Jeannet, et une illusion rétrospective consisterait à faire des années 20, des années 30, un prémisse à ce désastre qu'a été 1940 pour la France.
justement, avez-vous l'impression que la gauche a hâté ce désastre, a tenté de lutter contre, n'y est pas parvenue? Alors, je ne parle pas évidemment de Jaurès ni de Clémenceau, mais peut-être de Blum, auquel vous consacrez quelques pages. Cela conduit directement à réfléchir à la question que pose le fameux propos de Manuel Valls sur les deux gauches irréconciliables. C'est un des domaines, de fait, où on les a vus souvent en accord et souvent en désaccord. C'est un peu comme systole et diastole. Enfin, je veux dire, il y a des moments où ils se retrouvent ensemble et d'autres moments où ils se séparent devant les défis que présente l'actualité. Mais alors, où les situez-vous pour Jaurès, par exemple, entre les Jaurès et Gued, entre les guédistes et les jaurétiens? Oui, c'est en effet une concordance très, très intéressante, car c'est un moment, 1900, disons, où le mouvement ouvrier, la gauche en général, est divisé en deux. En gros, on le voit au moment de l'affaire Dreyfus, où Jean Jaurès dit on ne peut pas accepter un instant, au nom de l'idée universaliste de la défense des individus opprimés, que nous ne défendions pas Dreyfus. Et Gued, au contraire, dit écoutez, ne perdez pas votre temps à défendre ce militaire bourgeois. Ça vous rappelle on qui, voit alors, les guédistes aujourd'hui? Qui pourrait vous rappeler les guédistes aujourd'hui? Écoutez, vous trouvez tout seul, non? Vous êtes assez fin, Guillaume Erner, pour faire le rapprochement. En gros, il y a quand même l'idée, chez les guédistes, que la réforme est dangereuse parce qu'elle va désarmer le potentiel révolutionnaire du monde ouvrier. Alors qu'en revanche, Jaurès, qui s'inspire notamment d'un fameux acteur allemand, Bernstein, dit qu'il faut revenir à l'idée d'un certain réformisme et que toute chose bonne au profit de ceux qui sont opprimés ou qui sont défavorisés dans la société, toute avancée est bonne dans l'ordre politique et dans l'ordre social. On les voit vraiment en désaccord à cet égard. Et cette opposition entre les deux gauches, eh bien, on la retrouve très souvent. On la retrouve même au temps du Front populaire, où pourtant les communistes soutenaient les socialistes. Il y a une aile du Parti socialiste, avec Marceau-Pivert, qui dit « tout est possible ». Autrement dit, il faut renverser la table, on peut renverser la table. Ce qui conduit aussi à une réflexion sur la nature, peut-être est-ce également contemporain, sur la nature des rapports entre ces deux. C'est un peu à grands traits, mais il existe ces deux tendances réformistes et révolutionnaires. Est-ce qu'on renverse la table et on repart du chaos, ou est-ce qu'au contraire on avance pas à pas au service d'un progrès? Eh bien, on retrouve également cela à d'autres moments. Et le Front populaire, il y a un personnage qui s'appelle Marceau-Pivert et qui dit à Blum, ce n'est pas assez, tout est possible. Évidemment, tout n'est pas possible, mais ça fait penser beaucoup à cela. Et puis, il y a cette idée que souvent la gauche extrême, celle qui est à la gauche de la gauche, refuse l'autre ou au contraire la soutient. Au moment du cartel des gauches, je me suis beaucoup intéressé au cartel des gauches de 1924, un peu sous-estimé dans l'histoire de la gauche, un peu trop ignoré, où les radicaux sont arrivés au pouvoir avec le soutien, mais non la participation des socialistes. De même, en 1936, où Maurice Thorez, chef du Parti communiste, affirmait la nécessité de rapprocher le drapeau rouge et le drapeau tricolore, ça c'est un symbole. Même à ce moment-là, il y a eu soutien du Parti communiste, mais refus de participer au gouvernement, ce qui a évidemment affaibli le gouvernement. Il y a des moments où ils se séparent et d'autres moments, généralement sous l'effet d'un péril, ils se retrouvent. C'est très frappant. En 1934, il y avait un grand désaccord entre les communistes et les socialistes. Et puis, il y a les événements, l'émeute du 6 février et la menace montante de l'influence du fascisme extérieur. Et alors, ils se retrouvent. Il y a un moment symbolique pour nous, pour notre conversation, du 14 juillet 1935, où les deux cortèges se rejoignent, le cortège communiste et le cortège socialiste. Donc, c'est cette sorte de pulsion variable qui m'intéresse par rapport à aujourd'hui. Et encore une fois, je n'ai pas besoin de mettre des notes en bas de page pour évoquer toutes les relations qu'il peut y avoir entre ce passé que je traite longuement dans ce livre et notre actualité. Voilà, il y a peut-être une chose qui change en revanche dans la gauche des années 30, c'est la question du pacifisme qui aujourd'hui bien sûr n'existe plus, mais qui a modifié peut-être ce que les différents acteurs de la gauche avaient à faire et préconisaient de faire. Vous avez tout à fait raison, c'est un autre aspect passionnant des relations entre les deux gauches. Est-ce qu'il faut faire confiance contre la guerre, par exemple en 14-18? J'en parle longuement à propos au moment du centenaire, j'ai traité cela assez longuement, et je le reprends dans ce livre. Est-ce qu'il faut ou non faire confiance à l'unité de tous les ouvriers de l'Europe contre la guerre? Ou au contraire, c'est ce que je reste à espérer jusqu'au dernier moment, jusqu'à son assassinat. Ou au contraire, faut-il admettre qu'il y a des moments où le patriotisme doit l'emporter sur la défense de l'opposition de classe. Et quand même, il est assez symbolique de voir ce que devient Jules Guesde à ce moment-là,
que devient-il? Il entre au gouvernement de défense nationale comme ministre d'État. Voilà qui est tout à fait symbolique. Et les commentateurs aussi s'y perdent un peu. Alors, il y a deux commentateurs qui sont aujourd'hui un peu oubliés, mais dont vous parlez avec beaucoup de bonheur, Emmanuel Berl et Bertrand Jouvenel. Deux commentateurs dont j'aimerais que vous fassiez le rapide portrait. Berl est extrêmement intéressant parce que c'était un personnage central dans la gauche et parmi les commentateurs de gauche. C'était un pacifiste convaincu, et c'est lui, alors qu'il était juif, qui a écrit le premier discours de Pétain. La terre, elle ne ment pas. C'est lui l'auteur de cette petite phrase. Il faudra un jour faire un livre sur toutes les petites phrases qui ont marqué l'histoire. En voilà une. En voilà une, effectivement. C'était un esprit très libre, très vif, très attaché, de fait, aux valeurs pacifiques, et qui a été par là même conduit, pendant un certain temps, à prendre la position que vous dites. Il était tout sauf disposé à s'embrigader à l'intérieur d'un parti quel qu'il soit. Mais on a regroupé ces écrits qui sont très intéressants, y compris d'ailleurs sous la 4e République et sous la 5e République. Ce qui est effectivement frappant chez Berl, c'est qu'on a affaire à un homme de gauche indéniablement. C'est lui qui a créé Marianne. Jean-François Kahn a repris le titre ensuite que Berl a créé. Marianne de l'époque, oui. Son anti-bellicisme, son pacifisme a fait qu'il a mis des œillères qui lui ont permis de ne rien comprendre à ce qui s'est passé dans les années 30. C'est tout assez fréquent, même si le fond du paysage politique pendant toute cette période demeure l'opposition de la gauche et de la droite, et c'est dans les têtes et c'est dans les esprits. Néanmoins, comme toujours, les individus varient, comme les thèmes souvent. Hier, Emmanuel de Varesquiel parlait par exemple à votre micro du mouvement de l'écologisme. Pour les individus aussi, ils ne sont pas embrigadés, surtout des esprits libres comme celui-là, et c'est pourquoi pendant un certain temps, Emmanuel Berl, de fait, a rallié le maréchal Pétain. Je l'ai rencontré à la fin de sa vie, ça m'avait intéressé beaucoup de parler avec lui. On voyait bien à quel point il ne regrettait pas vraiment, mais il tâchait d'expliquer lui-même comment il avait pu, à ce moment-là, s'abuser lui-même. Et alors, vous parlez d'écologie, et ça me permet de revenir à l'autre personnage qui, à mon avis, est éclairant, Bertrand Jouvenel, qui a été l'un des premiers penseurs de l'écologie moderne, qui a écrit un merveilleux livre du pouvoir, qui était un livre extrêmement critique à la fois de l'État et de la propension de l'État à faire la guerre. Vous le classeriez parmi les hommes de gauche? Pas nécessairement. Je pense qu'il se voyait comme homme de gauche au début de sa carrière, comme éminent suiveur de la Société des Nations, adhérent à la Société des Nations. Je l'ai bien connu, en fait, parce que Le Monde m'avait demandé de faire un compte-rendu de ses mémoires, Un voyageur dans le siècle. Nous avions du coup sympathisé. Et je le raconte dans mes mémoires, d'ailleurs, assez longuement, parce qu'il m'avait intéressé le rocher de Sustène. Et en fait, ce personnage, comme tous les personnages qu'on refuse d'embrigader, qui refusent eux-mêmes de s'embrigader, est clair à cause de cette distance, que c'est comme un peu comme le calque qui bouge sur le trait. Il permet de voir un peu plus profond. Et c'est pourquoi j'ai aimé m'attacher, sans naturellement rejoindre rétrospectivement telle ou telle de leur position, m'attacher à ces personnages qui sont hors de pair, qui ne sont pas des conformismes. L'anticonformisme, en histoire, c'est extrêmement éclairant. Mais alors, ce qui est très intéressant avec Jouvenel, c'est qu'il voit bien le danger que fait courir la guerre à l'État moderne, et néanmoins, il se montre particulièrement léger. Il commet une interview d'Hitler où il est particulièrement... comment dirais-je, il n'est pas embêtant dans ses questions, dans les questions qu'il adresse à Hitler, et on le juge ensuite pour collaborationnisme. Oui, c'est deux choses différentes. Là, on est dans les années 30. Est-il légitime d'aller interviewer un tyran pour savoir un peu mieux ce qu'il pense? C'est discutable. Mais en revanche, ce qui a été davantage blâmé par la suite, qui lui a valu toutes sortes de nasardes et de critiques, c'est le moment de l'occupation, où effectivement, c'est un peu comme Sacha Guitry, comme d'autres gens, ils sont attirés comme des papillons, comme des phalènes par la lumière, par la mondanité, par rapport à Betz, par exemple, l'ambassadeur allemand, qui autour de lui réunit un certain nombre de gens comme ça, et du coup, il s'égare. Mais ce qui m'a intéressé chez lui, quand j'ai beaucoup conversé avec Jouvenel, c'est que, au fond, il s'interrogeait lui-même sur cet égarement, et qu'il n'était pas en train d'expliquer qu'il avait eu raison, mais qu'il
Et ensuite, c'est après qu'il est devenu effectivement seconde vie. C'est beau, les possibilités d'avoir une seconde vie. Le grand penseur de la politique que vous évoquiez à propos de son livre qui s'appelle Du pouvoir. Il l'a écrit pendant la guerre, il était réfugié en Suisse, oui. Du pouvoir. Jean-Noël Jeannet, Une République française, 1870-1940. C'est dans la collection Bouquins. On va évoquer la période moderne, contemporaine. Dans quelques minutes, nous serons en compagnie d'une historienne, Anne-Laure Olivier. En attendant, il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Alors nous allons aussi entre concordance des temps avec vous, Jean-Noël Jeannet, puisque je rappelle que vous êtes historien, et justement, au bonheur, eh bien, l'émission que vous animez sur France Culture s'appelle Concordance des temps. On vous doit également Une République française, 1870-1940, c'est aux éditions Bouquins, et vous êtes rejoint par une historienne, Anne-Laure Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en classe préparatoire au lycée Albert Schweitzer au Raincy et vous êtes chercheuse associée au laboratoire Pollen. Un mot sur l'attitude aujourd'hui de la gauche. Alors certains ont dit qu'il y avait un bouger, qu'il y avait une partie de la gauche, le PS, qui était prête à... comment dire, ne pas redouter de prendre une partie des responsabilités, une partie du pouvoir aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Oui, comme le disait à l'instant Jean Lémarie, on voit que les choses bougent un petit peu depuis le renversement du gouvernement Barnier. Et sans doute faut-il plus que jamais mettre les gauches au pluriel. On a une gauche unie qui a sauvé des sièges aux législatives, mais qui contient évidemment des gauches avec des cultures politiques différentes, un rapport au pouvoir différent et des stratégies évidemment différentes qu'on commence à voir ici se dessiner de manière plus claire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, ces deux gauches irréconciliables dont parlait Jean-Noël Jeannet il y a quelques minutes... Non, c'était Manuel Valls. Oui, mais vous l'avez cité. Mais Bien bon, sûr. moi, je ne cite que les historiens, pas les hommes politiques. Tenez-vous à cette ligne. Donc, si on poursuit donc, dans cette dimension donc, de ces deux gauches, Anne-Laure Olivier, a-t-on affaire à une gauche qui serait prête à travailler avec d'autres forces politiques ? Oui, on a alors deux gauches irréconciliables. Je ne reprendrai pas l'expression parce que historiquement, on sait que ces gauches ont su... peut-être pas se réconcilier, mais en tout cas travailler ensemble et s'unir au pouvoir. On pense évidemment à 36, on pense à 81, bien évidemment aussi, et puis à des temps plus récents, la gauche plurielle, etc. Mais on voit bien qu'il y a le PS là choisi de montrer qu'il a une vieille culture maintenant du gouvernement et du pouvoir, qu'il a eu lui aussi en son temps, ce Parti socialiste en France, un rapport torturé au pouvoir, qu'il a sans doute encore, ce que Alain Bergogneau et Gérard Quimbert appellent le long remords du pouvoir. On est prudent face au pouvoir à gauche, même si depuis la refondation du parti à Épinay en 71, l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, disons que il y a plus, ou en tout cas il y a moins ce complexe du pouvoir. Mais l'humiliation électorale de 2017, depuis 2017, et la défaite, l'échec fondamental, ont conduit, à mon avis, ont réactivé cette prudence face au pouvoir et cette volonté qui, historiquement, ressurgit régulièrement chez les socialistes de se préserver. De se préserver d'un pouvoir dangereux. On voit bien qu'en ce moment, poussé par le parti et la perspective d'un congrès. Olivier Faure et le groupe socialiste choisissent de faire entendre une petite musique différente parce qu'il y a des vraies divergences, y compris stratégiques, avec LFI. Et donc, ça obéit à la fois à des questions internes au Parti socialiste, la perspective d'un congrès où Olivier Faure joue son poste, et toujours à une question interne à l'intérieur de la gauche. Les législatives ont marqué un rééquilibrage entre les LFI et les socialistes, et donc les socialistes osent ici faire un pas de côté dans une voie très étroite et qui n'est pas sans risque pour eux. Jean-Noël Jeannet. Oui, vous parlez à bon escient du long remords du pouvoir. Je pense que c'est intrinsèque dans la longue durée à
à la vie et aux aspirations d'un parti tel que celui-ci, c'est-à-dire le Parti socialiste. Il n'y a pas d'étonnement à en avoir. On retrouve de génération en génération ce genre de préoccupation, ce genre de frustration à certains égards. Et en même temps, si on regarde à longue durée, on voit aussi que chaque fois que le Parti socialiste a été au pouvoir, chaque fois, des progrès dans l'ordre social, des progrès souvent dans l'ordre politique, aussi des libertés, ont été, inégalement d'ailleurs, ont été marqués. Et par conséquent, il faut que ce Parti socialiste, là c'est le citoyen qui parle autant que l'historien, surmonte cette sorte de distance prise par rapport au pouvoir. Et en vérité, comme ils ont aussi assez envie, à juste titre, à titre personnel, de ne pas rester éternellement dans l'opposition, je pense que c'est possible. Je voudrais faire une observation sur le fonctionnement qu'évoquait Jean Lémarie, l'attitude du président de la République. Au fond, je pensais que sous la Troisième et sous la Quatrième République, le président, ces institutions sont très souples, donc on pourrait, très ductiles, on pourrait les adapter. Que faisait le président de la République, qui avait une autorité morale plus que directement politique? Il demandait à quelqu'un de voir s'il pouvait constituer le gouvernement, pour lever l'hypothèque, comme on disait. Ça marchait ou ça marchait pas. Autrement dit, la négociation n'était pas celle, ne se faisait pas à l'Élysée, elle se faisait à l'hôtel de Matignon. Et je pense que c'était un système bien meilleur. Supposez qu'il ait demandé, par exemple, à Bernard Cazeneuve, cet été, essayer, on aurait vu ce qu'il en était, et on aurait mis les partis devant leurs responsabilités, en particulier le Parti socialiste. Les choses auraient fonctionné différemment. Par conséquent, cette constitution peut permettre cela, et je crois qu'il y a une certaine dérive du côté de l'Élysée qui fait qu'on n'a pas pris conscience de cette latitude précise qui aurait été bénéfique. Anne-Laure Olivier. Oui, sur le PS qui est capable de faire des grandes réformes au pouvoir, on le sait tous et on a tous évidemment les grandes réformes, notamment de 81 en tête. Mais je crois qu'il y a aussi dans quelles conditions on va au pouvoir. Et le contexte pour le Parti socialiste n'est plus du tout le même que celui de ce qu'on a appelé le cycle d'Épinay. Ça n'est plus le parti central de la gauche. Et c'est quand même une différence de taille, même si on voit bien que cette question-là n'est pas tout à fait résolue. Il y a une rivalité redoublée, sans doute, par la proximité en termes de nombre de sièges entre LFI et le PS. Mais en plus, ça n'est plus... Enfin, je veux dire, ils n'ont pas de majorité absolue. Voilà, ni à eux seuls, ni avec leurs alliés. Donc, le parti de 81, celui de 88, etc., c'était le parti du président. Voilà, même en 88, il y a une majorité relative, mais à 14 sièges. On peut aller chercher des alliés. Là, on y va pour quoi faire? Enfin, et dans quelles conditions, surtout? Jean Lémarie. Je pense effectivement qu'il ne faut pas perdre de vue ce point quand on commente, quand on analyse les dissensions, les différences simplement au sein de la gauche dans sa diversité. C'est la faiblesse globale de la gauche aujourd'hui, numériquement, qui relativise d'ailleurs toutes les comparaisons, notamment avec le Front populaire. Je dis cela devant Jean-Noël Jeannet, qui connaît bien aussi cette période, le Front populaire de 36. Aujourd'hui, l'ensemble de la gauche, aux législatives, c'est moins de 30%, c'est 28%. Et ça conditionne évidemment beaucoup de choses. Il faut toujours l'avoir en tête quand on analyse la situation à gauche, je crois. Mais est-ce que ça doit la condamner à rester toujours dans l'opposition jusqu'à ce qu'elle grossisse, jusqu'à ce qu'elle réussisse à persuader plus d'électeurs? Au contraire, peut-on, au pouvoir, avec des alliances, persuader ces électeurs-là de vous rejoindre? C'est vraiment le débat, me semble-t-il, d'aujourd'hui. Et dans le passé, souvent, le Parti socialiste, avec des heurts et des malheurs, le Parti socialiste s'est rapproché des centres. À quelle période? Par exemple, sous la 4e République. Alors, naturellement, on la condamne énormément, mais après tout, lorsque Guy Mollet est arrivé au pouvoir, je sais que vous êtes une grande spécialiste de Gaston Defferre. Eh bien, Gaston Defferre, ministre de Guy Mollet en 1956, a pu faire progresser de manière très efficace les relations avec l'Afrique noire, par exemple, avec une loi essentielle qui a facilité ensuite pour De Gaulle la possibilité d'agir dans le sens que nous savons. Voilà un exemple. C'est d'éternelles questions. Éternel finalement, qui n'est pas propre au Parti socialiste. Est-ce qu'il faut à certains moments accepter de se mettre les mains dans le cambouis, quitte à ce qu'on n'obtienne pas tout ce qu'on peut espérer obtenir? C'est la question, encore une fois, du réformisme par rapport à la Révolution. Moi, je pense que quand on est un homme de gauche, il faut tâcher d'explorer toutes les possibilités qui existent, sans se compromettre naturellement dans des alliances ignobles. Tout ce qui existe, qui permet de faire avancer les choses dans le sens des valeurs fondamentales que l'on est là pour défendre. Anne-Laure Olivier et Gaston Defferre. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses, Jean-Noël Jeannet. Et oui, moi aussi, la 4e République est chère à mon cœur. Mais on avait un parti communiste
très fort, qui structurait d'une certaine manière la vie politique en engageant des alliances sans lui et contre lui, dans un contexte de guerre froide, etc. Donc, je crois que le contexte était très différent. Ensuite, vous parlez justement du gouvernement Guy Mollet, où il y a un certain nombre de réformes importantes qui ont été faites, mais précisément le gouvernement Guy Mollet, c'est là que va se jouer après coup l'interdit du pouvoir, puisque c'est aussi la guerre d'Algérie. Bien sûr. Bien sûr. Et donc l'étiquette qui terrorise, je crois, les socialistes, qui est celle de traître. Voilà, et qui est consubstantielle à l'histoire des socialistes, parce qu'aller au pouvoir, c'est prendre le risque de déroger, évidemment, à une certaine pureté de la doxa. Bien et donc, sûr. L'étiquette traître est une arme politique, à mon avis, assez efficace pour leurs rivaux alliés sur leur gauche. Et là, on sait que depuis la fin du quinquennat Hollande, ces socialistes, quand même, ont cette étiquette au-dessus de la tête ou dans le dos, comme vous voulez, portent ce poids-là. Et donc, on voit bien que là, ils vont mieux, donc ils vont tenter de jouer une carte tout à fait louable, qui est celle de la responsabilité. Nous prenons nos responsabilités. Nous allons, Olivier Faure a fait une très belle tribune dans Le Monde, à mon avis, en expliquant que, oui, lui, il a joué la carte de la revalorisation du rôle du Parlement, renvoyant LFI à vous êtes finalement les pires apôtres de la 5e en ne pensant qu'à l'élection présidentielle. Bon, c'est de bonne guerre. Mais la voie est très étroite parce qu'on voit bien comment Jean-Luc Mélenchon recommence à parler de traîtrise et ça résonne auprès de la base. Oui, alors, justement, pour continuer dans les concordances des oui. temps, et le molettisme est demeuré comme une forme pitoyable du politique pour la gauche pendant un certain temps. Et puis alors de l'autre côté, si on prend par exemple François Mitterrand, il avait d'un côté Guy Mollet en horreur, et de l'autre, il y avait la gauche vertueuse, celle de Rocard, qui avait les mains propres parce qu'elle n'avait pas de main. Et François Mitterrand, je pense qu'il avait aussi le même type de jugement peu amène sur Mendès France. Il incarnait cette gauche qui voulait gouverner, Jean-Noël Jeannet. Oui, c'est toujours la question de savoir avec qui on gouverne et jusqu'où on va dans ce qui est compromis ou ce qui est compromission. Je pense à un moment très important et qui est beaucoup plus ancien, c'est celui du gouvernement de Waldeck-Rousseau entre 1899 et 1902. C'est un gouvernement qui, rétrospectivement, surprend, puisqu'il y avait installé à la fois le marquis de Gallifet, qui avait été le sabreur horrible de la Commune, et pour la première fois, un socialiste français qui s'appelait Alexandre Millerand. Pendant 3 ans, on a gouverné au centre. Et on a fait des bonnes lois, par exemple la loi sur les associations, qui est un très très grand progrès dont nous profitons encore. Mais au bout de 3 ans, on s'est aperçu qu'un gouvernement des centres, qui oublie les dialectiques nécessaires de la gauche et de la droite, devenait finalement néfaste, ou en tout cas périlleux, et on est revenu en 1902 aux élections droite contre gauche. Donc je ne crois pas qu'il faille refuser toujours un gouvernement qu'on appelait de troisième force sous la 4e, qu'on appelait Waldeck-Rousseau sous la 3e, à condition qu'on ait en tête que tout gouvernement, c'est peut-être aussi d'actualité, des centres durables et finalement de conséquences médiocres. Qu'est-ce que vous en pensez, alors, Olivier ? Je crois que je parlais de l'article d'Olivier Faure dans Le Monde récemment. Il parle de changer la vie. Et je pense que là, il ne choisit pas le mot au hasard, évidemment. Et il montre, à mon avis, il était question d'un nouvel Épinay dans le PS ces derniers temps dans la presse, que ce cycle d'Épinay, il est encore dans les têtes d'un certain nombre de cadres, de dirigeants et d'une base à gauche. Plus que Waldeck-Rousseau, c'est ça que vous nous dites. Oui, et que donc, il y a quand même l'idée que l'union de la gauche... ils ne sont pas sortis de cette stratégie d'union de la gauche. Et donc, il y a un tabou du centre qui a été levé, qui a été plutôt... la question du centre s'est posée sous la Ve République, de l'Alliance au centre dans les années 60. Mais plus tard aussi, François Mitterrand a accueilli des ministres... Oui, mais justement, dans une ouverture, mais avec un parti socialiste central et en jouant sur une majorité dite stéréo sur la gauche et sur la droite. On n'était quand même pas dans une alliance au centre pour les législatives, pas du tout. Donc cette question-là, elle a été tranchée avec la stratégie d'union de la gauche en 71 et on voit bien que, je ne dis pas qu'il ne faut pas en sortir aujourd'hui, je n'en sais rien, mais à mon avis, il y a une mémoire
de ce temps-là, qui sont des temps glorieux, qui pèsent sur le Parti socialiste et sur la gauche. Si la mémoire pouvait s'étendre en arrière jusque plus loin, ça pourrait être parfois faste. Oui, mais on est sous la Ve République. Il y a quand même une logique des institutions. La présidentielle domine tout. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle fige tout aussi. Mais avec une souplesse qui parfois surprend. Jean Lémarie. Je vais être très terre à terre et sortir de ces débats pour rappeler qu'ils ne sont pas que théoriques. Il suffit d'écouter les états-majors des partis. Ils ont une chose en tête les uns et les autres dans les décisions qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas ces jours-ci. On va le voir encore. Évidemment, les prochaines élections, cette question, faut-il partir ensemble ou séparés ? Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Je le rappelle, la faiblesse globale de la gauche fait que si vous partez séparés, vos chances, évidemment, d'arriver au second tour sont beaucoup plus minces. Avertissement de Jean-Luc Mélenchon au début de cette semaine à ses camarades socialistes, je mets des guillemets. Que leur a-t-il dit ? Qui imagine gagner un seul siège sans nous ? Voilà. Donc le défi est là. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Qu'est-ce qui se passe si l'un d'eux fait sécession ou si plusieurs font sécession? Je rappelle qu'il y a à venir évidemment les municipales, gros enjeux au sein de la gauche, avec des batailles au sein de la gauche pour savoir qui des écologistes, qui des insoumis, qui des socialistes va garder ou prendre telle ou telle ville. Les législatives, évidemment, anticipées ou pas, on ne le sait pas, même si le chef de l'État exprime maintenant la volonté de ne pas dissoudre avant la fin de son propre mandat. Et puis la présidentielle, vous l'évoquiez, en ligne de mire, c'est toujours évidemment au cœur de la vie politique française. Jean-Noël Jeannet. Il n'y a aucun député LFI qui ait besoin des voix du Parti socialiste au deuxième tour. C'est très exactement ce que les socialistes aujourd'hui répondent aux insoumis. Eh bien, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais au-delà de ça, est-ce que, Anne-Laure Olivier, ce type de situation peut conduire les uns et les autres à s'assagir ? Je crois qu'au moment de sauver des sièges, tout le monde revient à la raison. Et on l'a bien vu là aux dernières législatives. Donc, effectivement, ces bons mots sont de bonne guerre, mais les uns et les autres savent qu'ils ont besoin les uns des autres. On voit bien d'ailleurs la prudence avec laquelle les socialistes avancent en ce moment. Ils sont allés rencontrer Emmanuel Macron en allant chercher les Verts et les communistes. On n'y va pas tout seul. On voit bien d'ailleurs comment les Verts sont convoités aussi par LFI. C'est-à-dire qui va se retrouver tout seul in fine et donc devoir faire un geste. Voilà, il y a vraiment un jeu qui obéit à des logiques plurielles, parce qu'encore une fois, il y a le spectre de l'élection présidentielle et du leadership, mais à gauche. Mais il y a, encore une fois, des divisions internes à ces forces. Le jeu qui se joue à l'intérieur de la gauche et des divisions internes à ces forces. Dans le cas des socialistes, encore une fois, la proximité du Congrès avec des lignes, une division interne aux socialistes comme il y a toujours eu. C'est pour ça qu'ils en appellent, qu'ils voudraient un nouveau Mitterrand qui fasse l'alliance des contraires en leur sein et qui les mette en ordre de bataille. Bon, donc la voie est étroite et la vraie question, c'est la faiblesse de la gauche, en effet, dans le paysage politique, qui fait qu'on voit, évidemment que pour des élections, ça veut dire avoir les voix d'électeurs qui ne sont pas, je dirais, ou qui ne se déclarent pas forcément comme de gauche. Et donc, ça pose la question d'une candidature unie ou pas au présidentiel, qui est une vraie grosse question, mais qui, encore une fois, est une question qui dépend du rapport de force à gauche. Voilà. Ça veut dire en tout cas une chose, Jean-Noël Jeannet, qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à dépasser les clivages. Ils sont toujours là, ils sont encore là. C'est peut-être heureux d'ailleurs, je ne sais pas, qu'ils soient là. Mais qui pourrait les dépasser depuis le 19e siècle, le parti de l'ordre et le parti du mouvement, ça existe. Eux-mêmes, et dans chaque cas, comme vous le montriez pour l'actualité, divisés à l'intérieur d'eux-mêmes par des tensions différentes. Quand Jaurès a été mis au Panthéon, le Panthéon est d'actualité, en 1924, il y a eu un cortège communiste et un cortège socialiste qui sont venus célébrer le grand homme. Et on pourrait multiplier les exemples, je les décrit souvent dans ce livre sur la République, Troisième République, on pourrait multiplier les exemples de ce type. Il est tout à fait naturel qu'à l'intérieur de l'union de la gauche, il y ait des tensions et qu'à l'intérieur de chacun des partis, il y ait aussi des tensions. C'est la vie même. La question est de savoir quand et pourquoi se coagule l'ensemble au service d'une action.
et au service d'un accès possible au pouvoir, et quel prix il faut payer, le prix qu'il ne faut pas payer, probablement, sûrement des alliances, mais jusqu'où on va. Votre cher Gaston Defferre, j'y reviens, puisque je salue en vous la biographe de Gaston Defferre, il a été, à cet égard, son histoire est très éclairante, pas seulement à cause de 56, pas seulement à cause de sa grande loi de décentralisation, mais aussi à cause de sa candidature en 1965, on se rappelle, puisque avant Mitterrand, candidat des communistes et des socialistes, il y a eu Gaston Defferre qui s'était forcé d'être candidat d'une alliance entre le Parti socialiste et les centristes, le MRP, la démocratie chrétienne, qui n'avait pas grand rôle sous la Troisième République, mais qui a compté. Il a échoué, c'est un fait, il a échoué, et c'est probablement éclairant. Il n'empêche que ça n'a pas été vu par une grande partie de la gauche comme un crime épouvantable contre la déontologie, contre la morale et contre certaines idées de la gauche. Anne-Laure Olivier. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein, loin s'en faut. Mais, je n'ai pas dit que vous l'aviez dit. Mais pour vous amuser, je vous rappellerai que quelques années plus tard, Defferre s'est fait le meilleur défenseur de l'union de la gauche et du programme commun. Il allait de plateau télévision en plateau télévision avec son programme commun pour vanter ses mérites. Bien, il avait compris tout l'intérêt, me semble-t-il, de la stratégie. Non, je crois que la gauche est en fait en face d'un chantier énorme et que cette vie politique, l'actualité va plus vite que la reconstruction de la gauche, avec la question effectivement de retrouver un électorat, de réussir à retrouver un électorat populaire, qui est quand même l'énorme défi qui se pose à elle. Et puis la question du rapport au pouvoir, qui est à mon avis pas tout à fait tranché, et du rapport au Parlement, notamment du côté de LFI. Je dirais que le rapport au pouvoir, c'est un problème de toujours, qu'en revanche, une certaine déréliction du Parti socialiste par les classes ouvrières, populaires, d'ailleurs beaucoup moins nombreuses qu'avant, les classes moyennes, est en effet quelque chose de nouveau et de préoccupant. D'autant plus préoccupant que dans la division de la gauche et de la droite, à l'intérieur d'elle-même, celle de la gauche prend des positions que nous savons au profit de valeurs d'identitarisme et d'autres qui ne sont plus du tout celles de la tradition socialiste française. Et ça, c'est un problème. Je vous rejoins à cet égard, me semble-t-il, tout à fait préoccupant. Je crois qu'il y a des divisions à ce sujet, en réalité. Voilà, il y a des gauches. Jean-Lémarie, il y a donc une promesse d'Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre d'ici 48 heures. Vous avez dit promesse, Guillaume. Vous avez dit promesse, on verra si elle est tenue. Mais oui, d'ici demain soir, normalement, le président de la République nommera un Premier ministre, charge à lui ensuite d'essayer de faire avancer les choses dans la complexité que nous décrivons depuis tout à l'heure. Donc il ne rejoint pas la tradition de la quatrième qui consistait à proposer à quelqu'un de voir s'il pouvait constituer un gouvernement. Peut-être serez-vous entendu, il y a une nuance. Jean-Noël. Qui sait, mais l'audience de France Culture est si vaste que, à vrai dire, j'en suis à peu près persuadé. Anne-Laure Olivier, un mot de conclusion. Non, mais il est difficile de savoir ce qu'Emmanuel Macron va faire. Je crois qu'on est... Voilà. Est-ce qu'il va nommer un Premier ministre de gauche? Est-ce qu'il va nommer... On voit qu'il a beaucoup de mal à faire ça. Est-ce qu'il va nommer un Premier ministre du centre et quelle sera l'attitude à ce moment-là de la gauche? Voilà, tout ça reste assez ouvert. Peut-être est-il dans cette pièce, on ne sait pas. Jean-Noël Jeannet, en tout cas, on le saura bientôt. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une République française 1870-1940. C'est aux éditions Bouquin. Merci Anne-Laure Olivier. Et puis, je crois, Jean-Lémarie, nous aurons l'occasion de reparler peut-être de politique. En tout cas, dans quelques instants, il y aura le journal de 8h45 avec mes camarades Lucille Como et François Saltiel.